Welcome les fortistes, bienvenue sur la toile. Wokisme, cancel culture, on parle de tout ça aujourd'hui à l'occasion de la censure. Ça y est, le mot est lâché, quel mot terrible. La censure d'un récent album de Spirou, Spirou et la Gorgone Bleue. Alors ne le cherchez pas, vous le trouverez pas, il a tout bonnement disparu des linéaires bande dessinée. Était-ce une bonne décision ou pas? On va parler de tout ça sur cette chaîne. Cette décision de Dupuis d'avoir retiré l'album de la vente. Pour une triste affaire dont vous avez peut-être entendu parler, je dis peut-être, parce que finalement on aurait pu penser qu'elle allait faire grand bruit, et puis elle a tout simplement explosé comme un pétard mouillé. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop, alors que ça me paraît passionnant. Bien sûr, comme d'habitude, on va essayer de trouver un terreau de discussion pour parler de tout ça, pour parler de tous ces sujets qui, vous le savez, me tiennent à cœur. On va essayer de le faire dans la bienveillance, comme d'habitude. C'est bien entendu toujours mon opinion que je vous présente aujourd'hui en espérant vous apporter matière à réflexion. Et on va revenir tout d'abord sur le personnage même de Spirou. C'est pas innocent, hein, tout ce que vous allez entendre dans cette émission a son importance, le personnage de Spirou qui naît en 1938. Donc en soi déjà c'est une autre époque de la bande dessinée, hein. 1938 on est déjà avant la Seconde Guerre mondiale, c'est un héros qui a traversé les décennies, c'est un héros qui appartient à sa maison d'édition. C'est important de le signaler parce que Spirou, c'est pas comme son frère ennemi, ami ennemi Tintin, le journal de Spirou, le journal de Tintin, c'est un petit peu Blur et Oasis, vous voyez. Et Spirou appartient donc à Dupuis, donc ce qui explique que la série continue aujourd'hui. On vient de sortir le 57e album de Spirou quand même, Mémoire du futur, qui est un excellent album d'ailleurs, qui revisite un petit peu le passé du personnage. C'est vraiment malin, un album que je vous conseille si vous aimez Spirou. Mais on va parler aujourd'hui principalement de la série Le Spirou 2, sortie en 2006, où on laisse libre cours à des équipes créatives qui changent en permanence. Alors on se souvient surtout du Spirou d'Émile Bravo, L'espoir malgré tout, une quadrilogie incroyable. Émile Bravo, très très bon auteur. Aujourd'hui, on vient surtout parler de cette Gorgone Bleue qui est sortie en septembre 2023. Bah oui, le titre est sorti en septembre 2023, il y a plus d'un an, et il vient d'être retiré de la vente seulement maintenant. Ça, on va en reparler. À qui on doit cet album que vous ne pourrez plus trouver? Bah ouais, si vous le cherchez, c'est mort. Hein. C'est 140 ou 200 euros sur les sites de revente. C'est une fortune. Le titre a complètement disparu de la vente. À qui on le doit? On le doit à Danny et Yann. Alors, je cite Danny en premier lieu, parce que c'est lui qui va être un peu sous le feu des projecteurs à travers son dessin, pour le moins caricatural. Mais on a Yann au scénario. Alors Yann, c'est un scénariste que j'ai rencontré qui est très très sympa et qui est un petit peu un touche-à-tout. Il a fait du Torgal tout récemment, il a fait du 13, il a fait du Lucky Luke, il a fait la série Angel Wings, il a beaucoup travaillé sur cette série Cockpit. Je sais pas si vous voyez cette série de livres Angel Wings, Le Grand-Duc, des choses comme ça où on représente très très bien les avions et de très belles pin-up, de très bonnes séries de bande dessinée. Bref, Yann, il a promené sa bosse un petit peu partout. Et Danny, c'est un dessinateur pour le moins... je vous dis caricatural, très expressif. Danny, on le connaît pour le journal de Tintin, on le connaît par Olivier Rameau notamment, on le connaît pour Harlequin. Il a travaillé sur les derniers albums de Bernard Prince, qu'on ne trouve plus non plus. Il a fait Guerrière de Troie, dans le monde de Troie. Et il a surtout explosé avec sa série Ça vous intéresse, qui mélangeait des blagues salaces avec des petites pin-up bien dessinées. Danny, c'est ça, hein. Danny, il nous représente des femmes comme ça, avec des seins ronds comme des pêches et des petits fessiers rebondis, une taille de guêpe. Voilà le dessin de Danny. C'est toujours comme ça qu'il a représenté les femmes. C'est pour ça que l'une des premières accusations qu'on va effacer tout de suite sur ce Spirou, c'est le caractère sexiste des représentations féminines. Ben, c'est Danny, hein, les gars. Donc là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Danny, il a toujours dessiné les femmes comme ça. C'est comme ça qu'on aime son trait. Très caricatural. Je le répète, franchement, jetez un œil à ces 3 volumes Guerrière de Troie qui se passent dans le monde de l'Enfeust. Et vous allez voir que c'est quand même déjà ce style de dessin-là, très vivant, voilà, c'est le dessin de Danny. Quand l'album sort, il fait pas grand bruit, hein. Il sort en 2023, il est plutôt bien accueilli, alors il est bien accueilli par les lecteurs. C'est une histoire à tiroir qui va tirer un petit peu à boulet rouge sur tout ce qui se passe dans la société moderne, ça on va y revenir. D'ailleurs, quand il sort, il y a cette petite note d'intention de Dupuis. Lors d'un reportage sur un groupe écolo-terroriste, Sécotine découvre que ses activités sont financées par le comte de Champignac, le vieil ami de Spirou et Fantasio. En prenant le relais de l'enquête, le célèbre duo va se retrouver embarqué à son insu sur un porte-avions dans un combat acharné entre un milliardaire, producteur d'engrais chimiques extrêmement polluants et une organisation 100% féminine qui lutte avec des moyens originaux contre la malbouffe et la pollution des océans. Avec la Gorgone Bleue, Yann et Danny nous livrent une grande aventure humoristique de Spirou qui n'hésite pas à aborder quelques thèmes d'actualité brûlants, écolo-terrorisme, pollution des océans, greenwashing, déontologie médiatique. Je pense que tout est dit. Alors à l'époque où il sort, je vous dis, l'album ne fait pas grand bruit, il est plutôt bien accueilli, il se passe absolument rien. Il sort comme un nouvel album de Spirou.
D'ailleurs, quand on s'en réfère à la critique de BD Gest, alors BD Gest, c'est un petit peu la référence sur le site de bande dessinée, enfin moi c'est un site que je fréquente beaucoup, la critique de l'époque, qui date d'octobre 2023, n'est pas tendre avec l'objet, hein. Et je vous en lis un petit passage, parce que pour le coup, ce que le gars écrit, c'est exactement ce que je pense de cet album. On est face à un album complètement barré, qui part dans tous les sens. Ce qu'on nous dit, c'est, pour une 5e fois, Yann prend les rênes de la série fondatrice des éditions Dupuis. L'auteur des Innommables connaît donc ses héros et les attentes de la maison de Marcinelle. Inspiré par l'air du temps, il a imaginé une intrigue touffue et farfelue, mettant en scène les excès de l'époque actuelle. Surconsommation, écologie, néolibéralisme et surmédiatisation globalisée sont au programme. Le tout est balancé pêle-mêle dans un récit sans queue ni tête, nourri par des dialogues foisonnants d'une vulgarité confondante. Au milieu de ce chaos narratif, Spirou et Fantasio subissent les événements et tentent d'exister, ici et là, entre deux bordées d'injures. C'est entendu, Yann est un iconoclaste qui prend un malin plaisir à tirer à vue sur à peu près tout sans se poser de questions. Ça, c'est important. C'est bien là que le bas blesse, à force de railler et de mettre tout le monde dans le même sac, une fois les rires passés, il ne reste pas grand-chose d'intéressant sur la table. Ça, on va y revenir, et je trouve que c'est plutôt juste. La vraie surprise vient du fait de voir Danny, un des dessinateurs stars d'en face, comprenez le journal de Tintin, de s'emparer de ces personnages si emblématiques. Style semi-réaliste ultra vivant, couleurs précises et lumineuses et ce légendaire talent pour dépeindre des silhouettes féminines éternellement gaillardes. Il offre un récital de bande dessinée teinté d'une délicieuse patine 70s. Évidemment, il a parfois un peu de peine à s'affirmer face au phylactère envahissant de son scénariste. Résultat, la mise en scène se retrouve souvent étouffée, voire comprimée. Pas un mot sur le racisme de l'album. Bah oui, parce qu'il va bien falloir en parler de toute cette histoire. Le livre est accusé de racisme. Alors bien évidemment, je ne peux qu'appuyer la critique que je viens de vous lire, qui est sur le site BD Gest, je le rappelle. Je suis en tout point d'accord avec ça. Franchement, on a parlé de cette BD avec ma compagne, et on a du mal à voir où voulait en venir le scénariste avec cette histoire, sans queue ni tête, qui tire à boulet rouge sur à peu près tout. Mais tout, hein. Et c'est là vraiment qu'il faut y mettre des guillemets. Quand la BD sort, d'ailleurs, elle ne fait pas beaucoup d'émoi, parce qu'on parle vraiment d'écolo-terrorisme, il y a un sujet dont on parle pas beaucoup, c'est cette espèce de critique anti-américaniste vraiment puissante. On critique l'américanisme tel qu'il nous est envoyé, l'American Way of Life, tel qu'elle nous a été présentée depuis les années 50, Coca-Cola & Co., donc c'est la société de l'image, de la consommation, c'est cet interventionnisme américain, hein. Ils se mêlent de tout, ils arrivent avec leur porte-avions, là où on leur demande rien, ils arrivent pour tout défoncer à coups de boulet de canon, littéralement la délicatesse américaine, et c'est bien ça qu'on va critiquer. On reproche beaucoup, si vous cherchez d'ailleurs des choses sur ce Spirou sur le net, vous trouverez pas grand-chose. En tout état de cause, vous allez trouver 2-3 cases par-ci par-là. Aujourd'hui, on peut plus se procurer l'objet du délit, donc en fait, vous allez être face à 2 cases qui vont vous représenter des blacks représentés comme des singes. Moi, j'y vois un petit peu autre chose, très honnêtement, et j'y vois vraiment une critique sur cette espèce de manque d'intelligence des suppôts américains qui arrivent et qui font exactement ce qu'on leur demande. L'amiral de l'USS Obama s'appelle Denzel, on ne sait pas trop si c'est une femme ou un homme, enfin bref, c'est une représentation caricaturale du début à la fin. Est-ce que c'est fin ou pas ? Je vous laisserai libre juge vraiment de ce qu'on vous présente, si vous pouviez jeter un œil à cet album. Bref, quand l'album sort, il fait pas de bruit. Tout va changer fin 2024. Il y a une vlogueuse qui s'exprime, une tiktokeuse, qui va venir vous dire que c'est la BD la plus raciste de l'année. Ça va provoquer une boule de neige, mais alors très rapidement. Très rapidement, ça va enfler, et Dupuis va prendre la décision hâtive, dans l'empressement le plus total, de retirer le titre de la vente. C'est-à-dire que fin octobre, le 31 octobre, le titre ne sera plus commercialisé. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ça ? On va y revenir, mais toujours est-il que le titre est complètement supprimé. On décide de supprimer un titre de Spirou. C'est quand même complètement dingue, hein. C'est-à-dire qu'il y a une fille qui s'exprime sur un réseau social, il y a 2-3 personnes sur leur canapé qui viennent s'exprimer à leur tour, et d'un coup, ça provoque l'émoi. Le titre est quand même en vente depuis septembre 2023. Personne n'en a parlé. Tout le monde l'a offert à Noël, l'a lu, les amateurs l'ont chez eux. Ça pose pas de problème. Et puis là, d'un coup, on se réveille avec cette BD qui, effectivement, a des dessins qui semblent sortir d'un autre temps, d'une autre époque de la bande dessinée. Mais bon, Danny, il est né en 43, hein, donc lui-même, il fait partie d'une autre époque de la bande dessinée. Et du coup, on va se poser la question existentielle, est-ce que cet album est raciste ? Alors, on va se poser plutôt la question, est-il intentionnellement raciste, en réalité ? Parce que, est-ce qu'il est raciste dans sa représentation ?
on peut le considérer comme tel. Je critiquerai pas les gens qui vont vous dire c'est raciste, ou qui se sentent touchés, même si ceux qu'on voit franchement s'exprimer sur les réseaux ou sur leur canapé, ils n'ont pas de raison de se sentir offensés. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas eux qui sont concernés les premiers. Mais dans ce monde de social justice warrior, on est venu surtout critiquer, alors le sexisme, je vous dis, on peut l'évacuer tout de suite. De toute façon, ça critique ouvertement la société de l'apparence, donc ça critique un petit peu les blogueuses qui vous vendent du maquillage, quoi. Je veux dire, ça critique ça critique les starlets qui viennent poser à moitié nus et qui se revendiquent d'un mouvement féministe, ça critique l'écoterrorisme de base un petit peu imbécile, ça critique tout en fait. Ça critique vraiment tout dans cette bande dessinée, c'est un espèce de brûlot à nard qui part dans tous les sens et justement qui s'éparpille un peu trop pour être vraiment pertinent, je trouve. On assiste à un récit où il faut lire case par case, il y a une vanne toutes les 2 cases, souvent ça tape en dessous du calcif. C'est pas très bien fait, honnêtement, le dessin est super, le scénario aurait pu être brillant, mais il aurait mérité à être un peu plus canalisé. Je trouve pas que ça soit une BD ni très intéressante, ni qui mérite qu'on en parle tant. Maintenant, est-ce qu'elle est intentionnellement raciste ? Je n'y crois pas le moindre du monde. Je vous le dis franchement, des gens qui œuvrent comme ça dans la culture n'ont pas de vocation à être racistes. Il faut savoir qu'une BD, c'est l'œuvre d'une équipe de création, il y a un scénariste, il y a un dessinateur, mais il y a beaucoup de gens qui ont bossé dessus, il y a des gens qui sont venus, qui ont contrôlé les planches. À aucun moment, ça veut dire que chez Dupuis, quelqu'un s'est dit putain, c'est super raciste, on va se faire défoncer. Il n'y a personne qui y a pensé. Je trouve ça complètement dingue. Ça veut dire que eux, ils avaient une autre vision de l'objet. Ils n'ont pas voulu vous présenter du tout une vision raciste dans cette BD. Ils ont voulu vous présenter une critique. D'ailleurs, on passe complètement sous silence, du coup, la dimension écologique de l'objet, parce qu'on parle du 7e continent quand même. On parle vraiment, vous savez, le 7e continent, le continent de plastique, là, dont tout le monde a souhaité oublier l'existence qu'on voit au début du film de Xavier Jeance sous la Seine, eh ben, il est très présent, c'est le décor un petit peu de l'album. Donc on parle de beaucoup de choses, franchement, moi je trouve que c'est, je vous le dis, pas très pertinent parce que ça s'éparpille, et je reste quand même sur l'idée que la représentation de l'équipage de l'USS Obama n'est pas la plus finaude qui soit. C'est un peu pâteau, d'autant qu'à un moment, il y a cette phrase terrible, ouais, qui est le traître ? C'est lui, c'est le seul blanc sur le bateau, donc on y va un petit peu... on y va à fond. Mais ça, encore une fois, c'est une appréciation personnelle. Ça froissera ou pas les susceptibilités de chacun. Ça reste une bande dessinée, je vous l'ai répété, caricaturale. Voilà. Fallait-il la censurer ? Et ça, c'est le sujet principal de cette émission. Fallait-il censurer cette bande dessinée ? Alors, je vous le dis tout de suite, non. Bien évidemment, moi je serais toujours opposé à toute forme de censure. On a déjà parlé sur cette chaîne, on a parlé wokisme. Le wokisme, je trouve ça très bien. La base du wokisme, l'idée d'apporter un petit peu un coup de projecteur sur des oubliés de l'histoire, sur des choses qu'il ne faudrait pas répéter, justement, on va y revenir, je trouve ça très intéressant. Maintenant, ce qui en a été fait, je trouve ça très dangereux. Censurer une bande dessinée, quand même, non. Je m'opposerai toujours à toute forme de censure, et c'est une discussion... sur laquelle on ne peut pas être gris. On est blanc ou noir, alors l'analogie est sans doute mal choisie, mais on est pour ou contre, on n'est pas au milieu, en fonction, c'est selon. Non, moi je suis contre la censure, contre toute forme de censure. Il y a des gens que je trouve puants, dont le discours est puant, vraiment j'ai pas envie de l'entendre, mais malgré tout je préfère qu'ils avancent à visage découvert. Comme je le dis souvent, je préfère connaître mes ennemis. Et surtout, qu'est-ce qu'on gagne à censurer une bande dessinée comme ça ? On n'y gagne rien. Alors pour Dupuis, on va dire, on les a bien punis, on les a bien punis, la bande dessinée passe première des ventes sur Amazon, je pense qu'ils ont liquidé leur stock en 2 jours, voilà, eux, il leur manque une référence à leur catalogue, ils n'auront plus ce Spirou-là, ils ont passé l'affaire vite fait sous le tapis, ouais, c'est un petit peu un déficit d'image, mais ils s'en sont tellement débarrassés rapidement qu'ils ont plutôt bien joué, alors moi je trouve qu'ils ont très mal joué, mais ils ont plutôt bien joué sur ce terrain-là. Mais on n'a plus cette BD, on peut plus en parler. On peut plus en parler de cette bande dessinée, il n'y a plus matière à discussion. Vous voyez, et c'est ça le problème avec la censure, c'est qu'on pousse tout ça sous le tapis et on peut plus en parler. Vous pouvez plus acheter la BD, vous pouvez plus vous faire votre avis vous-même, vous pouvez plus parler en connaissance de cause de l'objet, vous pouvez juste entendre des gens, comme moi, comme la TikTokeuse, qui en parlent et qui souvent ont une vision un peu biaisée du truc, parce qu'elle m'a l'air d'avoir... très peu compris la bande dessinée. Moi, je trouve que c'est très dangereux, la censure, très très dangereux, parce qu'on déboulonne des statuts, on réécrit l'histoire, et on condamne les erreurs du passé à se répéter, tout simplement. On n'en discute pas, on dit « Ah non, ça n'a pas existé, c'était horrible », et puis voilà, et on n'en reparlera pas, et du coup, on va voir ressurgir tôt ou tard, les erreurs de l'histoire qui vont nous revenir en pleine face. C'est très dangereux, je vous dis, de supprimer matière à discussion, de ne plus parler de ça. C'est très dangereux qu'on puisse pas parler de ce Spirou, et c'est très dangereux qu'on puisse pas aller interroger Yann ou Dany pour avoir leur point de vue sur tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ?
qu'on en discute tout simplement. Il faut sortir du cadre, hein. Parce que là, il y a certains peut-être qui disent ouais non, il faut pas que ce genre de BD ait leur place sur les linéaires. Je suis pas d'accord, mais on peut sortir du cadre parce que ça concerne pas que la bande dessinée, hein. Parce que demain c'est quoi? On supprime Tintin au Congo? C'est-à-dire qu'on va se dire, bah non, vous pouvez pas comprendre, on supprime Tintin au Congo parce que c'est raciste. Et puis il y a déjà des séries qui ont été malmenées, hein. Lucky Luke, Astérix, ça a été malmené. Toute cette BD qu'on appelle patrimoniale, c'est-à-dire que la BD à papa, quoi, ces albums qui datent des années 30, 40, 50, cette BD patrimoniale, elle est en danger aujourd'hui parce qu'elle est arrivée dans d'autres contextes sociétaux, d'autres contextes historiques, et on prend pas la peine d'avoir du recul pour se dire, ouais, ben ça c'était comme ça à l'époque. Faut pas l'encenser, mais on peut en discuter. Alors dans l'histoire de Spirou, il y en a eu des preuves de mauvais goût, hein. Est-ce que c'est toujours du bon goût? Est-ce qu'on apprécie toujours la caricature? Mais peu importe. Mais il faut en discuter, je le répète, parce que sinon on en arrive à censurer Roald Dahl aujourd'hui. Vous savez, l'affaire Roald Dahl, on en arrive à se poser des questions sur les écrits d'Ian Fleming, l'auteur de James Bond. On va censurer bientôt Autant en emporte le vent, et puis on fait en sorte que vous puissiez pas voir Mélodie du Sud de Disney, et puis les Tex Avery, ça dérange, alors il y a certains Tex Avery que vous pouvez pas revoir aujourd'hui. Bref, la censure, elle est déjà omniprésente, on pense que vous n'avez pas le recul nécessaire pour comprendre, et donc on vous propose des versions remaniées. Disney, ils sont très forts pour ça, et heureusement que certaines voix, quand même, aujourd'hui s'élèvent, et je pense à l'affaire récente HBO, hein, si vous avez vu, HBO, ils soutiennent J.K. Rowling. Alors J.K. Rowling, c'est pas une grande amatrice du mouvement LGBT. Elle va pas défendre les transgenres avec ferveur. Elle a eu quelques petites tirades qui n'ont pas plu. On aurait pu imaginer tout de suite que HBO, qui sont en train de préparer une nouvelle série Harry Potter, ils se désolidarisent un petit peu d'elle. Pas du tout. Ils ont dit elle a le droit d'exprimer ses sentiments comme elle veut. C'est un communiqué tout récent, hein. Elle a le droit d'exprimer ses sentiments comme elle l'entend, mais elle restera attachée au projet Harry Potter. Et je trouve ça extrêmement courageux aujourd'hui que des studios disent non, non. Nous, on assume, c'est des gens, dans leur vie privée, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Alors, je pense dans une certaine mesure quand même, mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et nous, on est là quand même pour faire de l'art. Avec une censure comme ça, avec ce mode de la cancel culture, franchement, on en arrive au danger de la pensée unique. Vous imaginez comme le monde serait triste si on pensait tous la même chose, si vous n'étiez jamais en désaccord avec personne. Moi, je vous le dis toujours sur cette chaîne, hein. Je vous dis, soyez curieux, le seul avis qui compte, c'est le vôtre. Je vous encouragerai toujours à sortir des sentiers battus, à aller découvrir des choses, à revenir me faire découvrir des choses. C'est ça qui est intéressant de discuter avec des gens. Toi, t'as aimé ce film, moi, j'ai pas aimé. Des fois, je vous asticote, hein, sur cette chaîne, je vous fais des émissions un petit peu polémique, un petit peu poil à gratter, notamment sur Joker dernièrement. Je me dis, mais pourquoi les gens n'ont pas été le voir? Mais vous venez me répondre et c'est cool, et on échange autour de ça. Mais là, dans ce cas-là, dans le cadre de Spirou, on est face à des gens qui ont meilleur goût que vous, tout simplement. Ils savent ce qui est bon pour vous, et ces gens vont vous dire, non, non, ça, vous n'avez pas le droit de le lire parce que c'est pas bon, ça, il faut le lire parce que c'est bien, ça dit les bonnes choses aujourd'hui en 2024. Mais non, vous êtes grand, hein, franchement, vous êtes sensé, vous êtes articulé dans vos têtes, vous êtes assez intelligent pour savoir ce que vous avez envie de lire ou pas. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, on prend un peu les gens pour des cons, hein. On dit non, vous n'avez pas le recul nécessaire, vous n'êtes pas capable de juger de ce qui est bon pour vous. Un gros carton rouge quand même à Dupuis, hein, parce que Dupuis, ils ont à peine entendu la parole d'une TikTokeuse qu'ils ont commencé à prendre les devants avec une vitesse que moi, j'avais jamais vue, hein. Ils ont dit, allez, hop, on disparaît, on prend nos responsabilités. Ils se sont fendus d'un communiqué de presse qui est risible pour dire ouais, on prend nos responsabilités, on va retirer l'album de la vente, ces caricatures sont d'un autre temps. No shit Sherlock, on n'était pas en mesure de le comprendre nous-mêmes, ça? Moi, je trouve ça vraiment dommage que la maison d'édition n'ait pas eu le courage de garder l'album dans les linéaires quelque temps, de dire non, c'est peut-être maladroit, mais on peut en discuter, qu'on fasse intervenir les auteurs, voilà. Quand vous cherchez un petit peu d'informations sur toute cette histoire, vous n'allez pas voir grand-chose, hein. Vous allez voir les avis de quelques journaux, des trucs comme ci, comme ça. Si vous cherchez sur France Inter, par exemple, il y a 2 minutes, un matin, dans une émission, pour vous annoncer qu'ils vont retirer un album chez Dupuis pour racisme. Voilà, la brève, elle s'arrête à ça. Franchement, elle est où la discussion? Et pour la petite histoire, il y a une pétition qui circule en ce moment, hein, qui demande à Dupuis de remettre cette bande dessinée au catalogue, tout simplement. Alors, je l'ai lu, la pétition, hein, je l'ai là. Franchement, elle recueille déjà presque 25 000 signatures. Donc 25 000 signatures, on est dans une position très différente et dans une échelle de valeur très différente de 2-3 personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, hein. 25 000 signatures, c'est-à-dire que ces gens-là militent pour une certaine liberté de penser, une certaine liberté d'écrire, de liberté de publication, de pouvoir un petit peu vous proposer des choses et vous laisser
le libre arbitre de savoir si vous avez envie de les lire ou pas. Et cette pétition, le non à la censure du livre Spirou et la Gorgone Bleue, tout simplement, elle vous répète un petit peu ce que je viens de vous dire. C'est très, très bien écrit. Hein. Nous défendons le droit à la caricature. Empêcher sa diffusion, c'est museler une forme d'expression artistique et humoristique, réduisant ainsi le droit à la satire. C'est bien gentil de tous se lever pour dire nous sommes Charlie et de se taire quand on censure un Spirou, mais enfin, on n'est pas forcément dans la même émotion, mais c'est un petit peu la même réflexion de fond. Halte à l'exécution de livres par des influenceurs ayant une lecture superficielle. C'est ce que je vous dis, la vie qui compte, c'est le vôtre. Il est inquiétant que le sort d'un ouvrage puisse être déterminé par une réaction impulsive sur un réseau social. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Qu'un seul avis suffise à censurer un livre du jour au lendemain, cela est grave et irresponsable. Je trouve que chaque mot a son importance, c'est vraiment irresponsable. Ils censurent des livres aujourd'hui, les brûleront-ils demain ? On peut se poser la question. On parle de grave acte de régression pour la liberté d'expression, et c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on a gagné ? On n'a pas puni, je vous le répète, la maison d'édition, qui de toute façon a écoulé tous ces exemplaires en peu de temps. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient partis au pilon. Voilà, on a fait premier des ventes sur Amazon, toutes les librairies ont été prises d'assaut. Maintenant, si vous cherchez ce livre, c'est 200 € sur les sites de revente. Donc voilà ce qu'on a gagné. On a un ouvrage collector aujourd'hui, que les gens qui veulent compléter leur collection de Spirou vont devoir claquer un gros billet. On ne peut pas en discuter vraiment parce que vous, si vous êtes curieux, et vous l'êtes, et que vous avez envie de vous faire votre propre opinion et que vous voulez venir en discuter avec moi dans le fil de discussion, c'est pas vraiment possible, à moins que vous ayez déjà le livre chez vous. Mais si vous le cherchez aujourd'hui, ça sera mission impossible. Et donc je trouve que c'est intéressant d'avoir une pétition comme ça qui dit qu'il faut reconnaître le droit des auteurs à explorer, critiquer, sensibiliser par le biais de la caricature et de l'humour. Alors oui, bien sûr, on peut être libre de choisir ce qui est de l'ordre du bon goût, du mauvais goût, de la caricature ou même du racisme, mais l'important vraiment, et c'est le but de cette émission, c'est de pouvoir en discuter. C'est vraiment de pouvoir en discuter. C'est pas que certains s'arrogent le droit de choisir ce qui est bon pour vous ou pas, c'est qu'on discute de livres comme ce Spirou et la Gorgone Bleue. Et en plus, en toute honnêteté, vous l'aurez compris, moi j'ai pas adoré cet album, je le trouve pas fantastique, franchement. Je l'ai lu, je me suis dit, bon, il y a 2-3 trucs qui m'ont fait vite fait marrer. J'ai vraiment aimé plutôt la critique du culte des apparences aujourd'hui, des réseaux sociaux. Il y a un truc que j'ai trouvé très bien trouvé avec cette starlette qui prend tout le monde pour de la merde, excusez-moi, et qui crache un peu sur tout son entourage, sur tous les techniciens, et à un moment elle est remplacée par une technicienne qui devient aussi odieuse qu'elle. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans cette BD quand même qui mériteraient qu'on en discute. Voilà, c'est quoi votre avis à vous sur toute cette affaire ? Est-ce que vous en avez entendu parler ? Est-ce que vous y avez réfléchi ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont du domaine de l'innommable, tel Voldemort ? Est-ce qu'on ne peut pas en parler ? Est-ce qu'on est obligé d'oublier leur nom ? Est-ce qu'on est obligé d'effacer un titre du catalogue parce qu'il est un petit peu trop incendiaire, littéralement ? Moi, vous connaissez mon avis sur la question, je serai toujours opposé à la censure, je le répète une dernière fois. Voilà, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires, ça me fera comme d'habitude très plaisir, j'adore échanger avec vous. Si vous avez tenu jusqu'à ce stade de l'émission, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, cette petite trace de votre passage qui fait monter la chaîne. Je suis très content de la façon dont les choses se passent en ce moment. Je m'étais dit, ouais, je vais arrêter de publier des émissions qui font 60 vues. Et là, on passe régulièrement les 200 vues, donc je trouve ça super sympa. Parce que oui, il y a 1300 abonnés sur cette chaîne, mais le taux de retour est assez faible. Donc en fait, je considère qu'il y a 60 vraiment fervents défenseurs qui sont en train de passer tranquillement à 200. C'est 200 personnes qui reviennent en permanence, avec qui on échange, et je trouve ça super intéressant. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Voilà, j'espère ne pas faire trop polémique. Alors, abstenez-vous si vous voulez venir vraiment lâcher du venin et du fiel avec trop de véhémence dans le fil de discussion, parce que moi, vous le savez, sur cette chaîne, ça disparaît d'un clic. Si c'est insultant pour les autres, si c'est pas mesuré, un minimum articulé, ça disparaît très vite dans les tréfonds de YouTube. Et c'est sur ce mot qu'on va se quitter, comme d'habitude. Et là, je peux vous le répéter, soyez curieux, sortez des sentiers battus, éclatez-vous, profitez de tout. Et moi, je vous dis comme toujours, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!